Merci beaucoup Annelise. En effet, c'est la pause déjeuner à New York. Alors pour tous les traders qui nous rejoignent maintenant, vous êtes au bon endroit. On va parler politique. Alors en fait, c'est Emmanuel Mercier à qui nous allons maintenant donner la parole. Et Daniel, on te reprend après pour être sûr. Emmanuel, tu es porte-parole byzantine des coquelicots. Et donc, voilà, tu vas nous expliquer ce que sont les coquelicots, quelle est votre stratégie d'action, comment ça marche, depuis combien de temps ça existe, et puis est-ce que finalement vous avez eu gain de cause ou quoi. Je te laisse la parole. C'est parti. Ok, merci. Bonsoir à tous. Déjà, même s'il n'y a que 6 minutes, je vais prendre le temps de vous féliciter pour cette initiative parce que je suis devant depuis le début de l'après-midi et c'est un vrai régal de voir défiler tous ces gens qui participaient, participent encore et participeront, j'espère bien, à faire de ce monde un monde meilleur. Donc, vraiment, je m'en réjouis. Voilà, merci beaucoup. Puis techniquement, chapeau, vraiment chapeau, parce que pour le peu qu'on essaie de faire. Alors, je dirais aussi que ça nous concerne directement, nous, mouvement social, on peut se qualifier quand même comme ça, le mouvement des coquelicots, parce que le confinement qui nous tombe tous dessus douloureusement, pose la question des formes de lutte de façon quand même très aiguë pour des mouvements comme le nôtre. Alors, je vais vous raconter un peu l'histoire rapidement, mais du mouvement des coquelicots pour vous expliquer à quel point on se trouve dans un moment très particulier de l'histoire de ce mouvement. L'appel des coquelicots, nous voulons des coquelicots, c'est un appel qu'ont lancé Fabrice Nicolino et François Veyrette. Je vous montre le livre qu'ils ont sorti, Nous voulons des coquelicots, donc en octobre 2018, que vous pouvez acheter dans toutes les bonnes librairies et qui raconte l'histoire des pesticides, donc depuis les années 50. Et donc, il a sorti un appel qui est très joli, très poétique, que j'aurais aimé prendre le temps de vous lire. Je vous en lis un tout petit extrait. Allez, je consacre quelques minutes de ces 6 minutes pour vous en lire un tout petit extrait parce qu'il est très beau. Les pesticides sont des poisons qui détruisent tout ce qui est vivant. Ils sont dans l'eau de pluie, dans la rosée du matin, dans le nectar des fleurs et l'estomac des abeilles, dans le cordon ombilical des nouveau-nés, dans le nid des oiseaux, dans le lait des mères, dans les pommes et les cerises. Les pesticides sont une tragédie pour la santé. Nous ne voulons plus, à aucun prix, nous exigeons, bon, je vous fais, c'est un extrait, mais voilà, c'est un texte que vous retrouverez sur le site Nous voulons des coquelicots, et donc qui est un cri à l'humanité, j'ai envie de dire, en disant stop, on arrête les pesticides. Alors, il y a une forme de brutalité comme ça, on sait bien que la transition agricole, elle ne se satisfera pas d'un stop aux pesticides, mais c'était un cri d'alarme à la société civile pour dire il faut mobiliser, il faut sensibiliser les citoyens à cette question-là parmi toutes les questions environnementales. Le format qui était proposé pour ce mouvement, c'était pas seulement celui d'une pétition, loin de là, hein, puisque sur le site Nous voulons des coquelicots, vous pouvez signer l'appel et on vous invite à le faire, mais c'était l'idée d'organiser devant chaque commune de France un rassemblement mensuel le premier vendredi de chaque mois. Alors à Besançon, ça a démarré donc en octobre 2018. On est aujourd'hui au 20e mois de ce mouvement. Donc chaque mois, devant un certain nombre de communes en France, grandes villes, petits villages, des coquelicots se réunissent pour alerter sur la dangerosité des pesticides. Au mieux du mouvement, on a eu 800 rassemblements. Donc, vous avez sur le site une carte qui annonce le nombre de rassemblements et le lieu des rassemblements que vous pouvez rejoindre. Et au mieux de ce mouvement, on a eu 800 rassemblements. Je n'oublie pas de vous présenter la petite cocarde là, de coquelicot, donc avec le symbole des coquelicots, hein, qui est quand même un symbole particulièrement joli. Et je pense que ça a participé à la réussite de ce mouvement qu'on invite tout le monde à porter, que vous pouvez acheter à la Biocoop et acheter quand il y avait nos rassemblements. On les vendait sur place, mais la Biocoop s'est fait un relais pour les vendre vraiment efficaces. L'objectif de ce mouvement, c'était de réunir en 2 ans 5 millions de signataires pour essayer de déclencher un référendum sur la question des pesticides. On est aujourd'hui à 20 mois de ce mouvement et quand je vous disais tout à l'heure qu'on était dans une situation très particulière à double titre. Le premier, c'est que le confinement nous empêche de nous rassembler physiquement devant toutes les communes de France le premier vendredi de chaque mois. Donc hier soir, j'ai tenté un live Facebook. C'est pas pour rien que je vous félicitais sur la technique parce que ça a bien foiré, mais on a tenté un rassemblement en live sur Facebook. C'était bien compliqué. En avril, c'est Fabrice Nicolino qui a organisé un live depuis le Facebook national. On voulait relocaliser hier, mais en tout cas, sur la forme d'action de ce mouvement, on est un peu désemparé de par le confinement. Et puis, la deuxième raison pour laquelle on est à un moment très particulier de l'histoire de ce mouvement, c'est qu'on s'était donné 2 ans et qu'on est à 20 mois.
Donc aujourd'hui, la question qui se pose à nous, c'est la question de l'après. Alors, ça trouve d'autant plus cette place dans ce festival, mais c'est vraiment la question de qu'est-ce qu'on fait de notre mouvement après le déconfinement, après cette crise, mais aussi après les 2 ans, puisque c'était le format initial prévu et qu'en septembre, on sera à 2 ans. Donc, on est en pleine cogitation et localement, il y a une très jolie dynamique militante qui s'est créée autour des coquelicots qu'on n'a pas envie de perdre. Donc, on est dans la réflexion de la création d'une assoce locale dont le nom pour le moment pourrait être Graines de coquelicots et qui nous permettrait de continuer de se mobiliser sous des formes différentes. On arrêterait très certainement ces rassemblements mensuels. Donc, à nous d'inventer des formes nouvelles et différentes de mobilisation, mais de continuer dans le cadre, pour le moment, la réflexion nous tend vers une assoce locale, avec en plus un projet, et après j'en ai fini, de ce qu'on appelle la terre aux coquelicots, parce que généreusement, un paysan nous a proposé 1 hectare de terre en périurbain, et qu'on a très envie de faire aussi de l'expérimentation citoyenne, d'agroécologie, et d'aller cultiver, mettre les mains dans la terre, et pas seulement de faire de la politique, mais aussi d'aller expérimenter tout ça. Voilà, on en est là. Je ne sais pas si j'ai été trop longue ou pas, mais en gros, voilà. Donc, je vous invite quand même à aller vous informer plus en détail sur le site nousvoulonsdescoquelicots.org. Et localement, on a créé un site web, Nous voulons des coquelicots Comtois, en Franche-Comté. Et là, vous avez toutes les communes de Franche-Comté qui ont créé un collectif et toutes les infos sur nos actualités, nos activités. Voilà, merci. Très bien, merci beaucoup Emmanuel. Un modèle de respect du temps, c'est exceptionnel. Et maintenant, est-ce que Daniel, ça va fonctionner? Je te passe la parole. C'est bon là? Oui, Bon. c'est à toi. 6 minutes. C'est bon? Vous m'entendez? On t'entend très bien. Bon. Ok. Je vais essayer de faire une partage d'écran vite fait. Si ça ne marche pas, j'arrête. Voilà, c'est ça. Toc, partager. Non, ça ne va pas. Vous avez quelque chose ou pas? Rien? Oui, c'est bon pour nous. C'est bon pour nous. Bon, ça va. Bien. Alors, je mets en diaporama. Okay. Voilà. Donc, le collectif citoyen Nous Lisons est sur un territoire qui est en triangle ornant Amancet-Quingey, territoire rural avec 25 000 habitants, 78 communes. Et ce collectif est né de la volonté d'habitants d'être auteurs et acteurs de leur territoire. Donc, dès 2014, on a souhaité se réunir pour être acteurs autour de différentes conférences, films, etc., qui ont abouti sur les années 17 et 18 à la création d'une association qui s'appelle Citoyens Nous Lisons, en lien avec Ensemble Mobilisons nos énergies et l'association TRI. Donc on s'est orienté vers une thématique très large qui s'appelle la transition écologique, celle qu'on traite de toute façon, et puis sur des thèmes qui découlent de cette thématique générale. On retrouve donc les circuits courts avec un marché que l'on a fait un petit peu progresser, avec des débats et films autour d'un cinéma local, avec la création aussi d'un café solidaire et puis des cafés citoyens qui nous ont permis de nous retrouver, par exemple des veillées de sobriétaires dans le cadre de Ensemble Mobilisons nos énergies, pour pouvoir faire face à des demandes ou à des comportements liés à la transition énergétique. On a fait aussi une conférence avec les Gilets jaunes et puis bien d'autres aussi encore. Voilà, la suite, c'est bon. Et donc, on a aussi travaillé sur l'éducation populaire avec des enfants, avec des écoles, à travers une expérience sur le gaspillage alimentaire qui s'est adressée à deux collèges et en soirée auprès d'un public beaucoup plus large. Nous avons aussi accueilli sous chapiteau différentes manifestations qui sont donc autour de l'agriculture biologique et l'agriculture conventionnelle. Et c'est là qu'on retrouve aussi l'appui au collectif donc des coquelicots qui nous ont permis d'aller de village en village à chaque fois, chaque vendredi,
de pouvoir parler de cette manifestation et de cette thématique. Nous avons aussi une lettre qui se décline auprès de 800 personnes. Et donc, ah ouais, d'accord, ça marche, machin. Et ensuite, donc je reviens en arrière, un des fleurons de notre activité, c'est effectivement enfin, on n'est pas propriétaire hein, des personnes et des organisations, mais la fruitière à énergie, c'est quand même quelque chose qui est important sur le secteur, puisque c'est une coopérative qui monte des installations photovoltaïques, qui est une coopérative qui permet à des citoyens et à des collectivités d'intervenir. Et dans le domaine un peu économique, nous souhaitons faire en sorte que des clubs cigales puissent participer en injectant de l'argent dans l'économie locale. Et nous avons en projet aussi la création d'un groupe local de la PIV. Tout ça en partenariat avec la collectivité locale. Les réflexions que l'on peut mener par rapport à ça pour que ça fonctionne bien, c'est d'avoir un objectif assez clair, c'est celui de la transition écologique et citoyenne, c'est mettre en évidence des initiatives locales qui ne sont pas nos propriétés, mais de les relayer, et puis d'une sorte de partenariat à tout prix. Donc agir sur les leviers qui existent localement, et avec une base de bénévoles qui est relativement forte, mais avec un budget malheureusement qui est très très réduit. La gouvernance est partagée, et puis le facteur de liaison, c'est quand même notre lettre tirée ou envoyée à 800 destinataires. Nous souhaitons coller à l'actualité. Exemple, dans le cadre des municipales, nous avons fait un bulletin imaginaire d'une commune qui, en 2026, ferait son bilan. Le Café des citoyens avec les Gilets jaunes, c'était aussi une manière de coller à l'actualité. Et puis, on a fait une lettre spécifique pour le confinement. Pour nous, l'important, c'est de définir les actions, les programmer avec une constante écoute auprès des initiatives locales à soutenir et à relayer. Merci Daniel, tu as fini? Oui. Super, eh ben, c'est génial, tu peux arrêter le partage d'écran. Voilà, c'est super. Merci, on est parfaitement dans les temps. Dis donc, quel débordement d'activité, décidément, pour le collectif citoyen Le Lison. Alors, autre organisation assez différente maintenant avec Charles. Bonjour Charles. Salut Samuel. Salut. Toi, tu es membre d'Alternativa, ANV COP21. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Alternativa et quelle est sa stratégie militante pour faire bouger les choses? T'écoute. Oui, alors en fait, Alternativa, ça se crée en 2013 au Pays Basque, dans un premier temps, et ils organisent rapidement le premier Tour de France à vélo, qui vient porter ce message que les solutions au dérèglement climatique existent, mais qu'en plus, elles construisent une société et une vie plus humaine, plus juste, plus solidaire et plus conviviale. En gros, plus désirable, qui a un message positif qui va avec ça. C'est aussi le constat qu'il y a une bataille qui ne se rejouera pas au niveau du dérèglement climatique, parce qu'on ne reviendra pas en arrière, et que cette bataille englobe toutes les autres, parce qu'elle nécessite un changement profond de nos sociétés. Et en fait, c'est parce que nous sommes des militants de la paix, de la démocratie et de la justice sociale que nous sommes des militants climat. Et c'est de là que vient notre slogan, changeons le système, pas le climat. J'avais des petites images à vous mettre aussi. Je ne sais pas si je vais arriver à faire un partage d'écran. Voilà, ça marche. Bon, je ne vais pas me battre avec ça, si j'y arrive pas. Non, ça, on ne la voit pas. C'est pas grave, Charles. Dis-nous, du coup, Alternativa, vous êtes sur des actions de type non violente. Pourquoi est-ce que vous pensez que des interventions dans l'espace public de cette façon, c'est pertinent aujourd'hui pour faire avancer les choses? Alors en fait, face à cette urgence, s'est créé en 2015 ANV COP21, qui est la branche des obéissances civiles d'Alternativa. ANV pour Action non violente et COP21 parce qu'elle se crée au moment de la COP21 de Paris. C'est une force de résistance qui va utiliser la désobéissance civile pour bloquer les projets climaticides et essayer d'interpeller les décideurs politiques et économiques. Notre stratégie, c'est de marcher sur les deux jambes, c'est-à-dire à la fois
s'opposer, est une force de résistance et à la fois proposer. Et c'est vraiment se prendre en main et aller confronter nos décideurs et nos dirigeants. Un exemple par rapport à ça, c'est le pacte pour la transition qui a été mis en place en France et dans pas mal de villes, dont Besançon. C'est 32 mesures pour la transition écologique et sociale qui sont déclinées au niveau local et qui vont être présentées aux différentes listes candidates aux municipales pour aller confronter leur programme et leur demander de se positionner. Et d'ailleurs, comme les municipales ne sont pas terminées, on vous invite vivement à aller voir un petit peu comment sont positionnées les différentes listes pour vous faire votre propre avis. Pour nous, la pertinence de la désobéissance civile, elle se situe à plusieurs niveaux. C'est des actions qui sont illégales, mais légitimes. Et c'est ça qui va permettre de venir mettre le doigt sur certaines choses. C'est aussi des actions concrètes et immédiates qui permettent de réagir à des sujets particuliers et de mettre en place des blocages. C'est des actions qui sont facilement relayées médiatiquement parce qu'elles sont souvent décalées, amusantes, confrontantes, voire parfois musclées. Mais la non-violence permet aussi d'avoir une certaine sympathie dans l'opinion publique et ça la rend plus difficile à être décréditée. Et justement, ça vient chercher sur cette question de légalité et de légitimité. Pourquoi des gens sont capables de se mettre hors la loi, de risquer de prendre des coups pour telle cause. Et comment ça se fait que les forces de l'ordre défendent des personnes ou que ces gens risquent des sanctions juridiques alors que c'est plutôt dans la partie en face qu'on a les vrais coupables. Et du coup, c'est ça qui permet de faire bouger les consciences. Il y a aussi une variété d'actions qui permet à plusieurs publics de trouver sa place, parce qu'on va d'actions décalées à faible risque juridique, comme quand on a fait le nettoyage de la Société Générale, à des actions coup de poing, comme celle qu'on a fait au Géant Casino, qui répond plus à une volonté de radicalisation face à l'urgence climatique. Et du coup, c'est aussi un moyen de lutter différent des manifestations ou d'autres moyens et qui attire plus largement du monde et notamment des jeunes. Et du coup, depuis 2015, effectivement, ce double côté non-violence qui peut attirer le grand public et puis en même temps des actions de radicalisation qui sont déjà plus musclées, eh bien, quel bilan est-ce que vous en tirez? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est une stratégie qui fonctionne là, sur le long terme depuis 2015? Alors, ça fonctionne sur certains points. Au niveau national, on a une augmentation du nombre de groupes locaux. On a une augmentation du nombre d'actions de désobéissance civile et on a une augmentation du nombre de la taille des actions de masse. À titre de référence, on a eu l'année dernière 2000 personnes dans le quartier de la Défense qui sont venues bloquer ce lieu pour dénoncer la République des pollueurs. C'est-à-dire le fait qu'il y ait une alliance entre les multinationales et le gouvernement qui vient ne pas réagir au dérèglement climatique, voire soutenir ces multinationales. Et on a réussi à ce moment-là à toucher directement des responsables, à mettre le doigt là où ça fait un peu mal. Et c'est aussi quelque chose qui a été assez médiatisé et qui a permis aussi de se faire connaître et d'attirer des gens qui sont lancés dans la désobéissance civile. Il y a aussi un maillage du territoire qui permet des actions délocalisées, comme la campagne du décrochage de portraits de Macron, qui a assez bien marché, puisqu'il y a eu plus de 250 décrochages dans plein de mairies en France. Et ça a débouché sur une multitude de procès, dont celui qui a eu lieu à Lyon, où 2 décrocheurs ont été acquittés en première instance sur le motif que leur action était légitime et qu'elle faisait face à un état de nécessité. Donc ça, c'était quand même une grosse victoire. Au niveau local, on a une grosse influence dans les actions de désobéissance. Charles, il va falloir que tu conclues, merci. Mais vas-y, ouais, je vais dis ta phrase quand même. En gros, à Besançon, on arrive à augmenter le nombre de nos actions et leur taille. On en a fait plusieurs, notamment pour le bétonnage des vêtements, pour la mobilité. On a eu une grosse action au Géant Casino où il y avait 200 personnes et c'était inédit à Besançon et on a réussi à faire fermer le Géant Casino sur un samedi de Black Friday. Et cette réussite, elle a été permise parce qu'on était… ouais, t'étais là, Sam. Cette réussite, elle a été permise aussi parce qu'on s'est mis en lien et on a eu le soutien d'Extinction Rebellion et des Gilets jaunes. Et ça, c'est aussi une victoire d'arriver à créer cette mise en réseau et cette convergence locale. Ouais. Tout ne marche pas et on a plein de choses à améliorer. On a besoin de monde dans différents points. Et si tu me laisses finir juste 2 secondes… Allez, vas-y, c'est bien parce que c'est toi. Hein.
Un des défis, c'est réussir à grossir un peu nos rangs. Il y a plein de compétences dont on a besoin, que ça aille de la gestion de réseaux sociaux, de répondre à des mails, d'être présent sur des bases arrières de communication quand il y a des actions. Notre objectif, c'est aussi de continuer notre travail de convergence avec les groupes locaux, Extinction Rebellion, les Gilets jaunes, Attaque, le CCFD, Sud, etc. Et dans l'après, dans ce qui est dans l'après, ce qu'on voit, c'est que dans cette crise, on a la démonstration vivante qu'en un claquement de doigts, on peut faire basculer radicalement notre mode de fonctionnement. Et cette démonstration-là, c'est aussi la preuve que la non-coopération, c'est une forme de résistance fondamentale et quelque chose qu'on peut tous exercer à plusieurs niveaux. Et je vais juste finir en citant Damasio, que j'ai trouvé vraiment super chouette, et qui nous dit « Nous avons construit ce terreau précieux pour que pousse ce nouveau monde qu'on sent frémir. On ne va pas voir des arbres politiques monter très haut en une seule nuit, ni des buissons jaunes peupler tous nos espaces sociaux. Mais l'herbe drue pousse déjà dans les fissures, et c'est cette herbe qui dit notre avenir. Une force horizontale, interstitielle, capable de fendre les plaques de béton grâce à la pression osmotique des tiges. Une force capable de répandre dans tous les milieux et d'y préparer l'émergence de nos maquis. Alors allons-y, continuons de construire ces îlots de résistance. Relions-nous pour former des archipels. Merci Sam. Merci beaucoup, Charles. Magnifique, super. Et ben donc, transition parfaite, puisque tu l'as annoncé, vers Frédéric Vuillaume. Frédéric, tu es membre du syndicat Force ouvrière, mais tu es aussi un gilet jaune de la première heure. Et justement, on voudrait que tu nous parles un peu de cet incroyable mouvement des gilets jaunes. Ouais, voilà. Donc, en fin de compte, comme tu l'as dit, en tout cas, c'est un mouvement incroyable, les gilets jaunes. Donc, par rapport à ça, c'est un mouvement qu'on s'attendait vraiment pas. Et moi, en tant que militant syndicaliste, ouvrier, j'ai participé aux Nuits debout, à tous les mouvements sociaux, parce qu'il y a un moment, il faut que ça change. Voilà, on n'en peut plus de cette société qui est basée que sur le fric. Et les gens sont dans une société qui est ultra rapide. Et en fin de compte, on est dans toujours l'immédiateté. Et il y a un moment, il y en a ras-le-bol. Et c'est toujours de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Et il y a plein de gens qui crèvent. Et ça, c'est pas une société. Quand on est avec plein de pognon et puis qu'on voit des gens crever autour de nous, c'est pas une société. Et justement, le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement merveilleux par rapport à ça. Parce que c'est des gens qui sont sortis l'hiver. Déjà, il faut le faire. L'hiver, surtout dans nos régions, c'est compliqué. Et en fin de compte, il y a des gens qui sont un peu de partout, de tous les milieux. On a vu des artisans, on a vu des retraités, on a vu des chômeurs, on a vu des salariés, des fonctionnaires, même des gens qui ont du pognon, mais qui ont une conception de la société, une société bienveillante. Et voilà, et ça, c'est merveilleux. Et ça, les syndicats se sont battus pour ça, mais le problème, je peux en parler, hein, les centrales syndicales, c'est toujours compliqué parce qu'ils n'écoutent pas souvent, malheureusement, la base. Et voilà. Et là, on a revu un soulèvement populaire et ça fait du bien. C'est vraiment un truc merveilleux. Bon, après, c'est un petit peu, ça a été plus compliqué parce que voilà, hein, tout de suite, le pouvoir a dit ça suffit, quoi. Donc. Alors justement, j'avais une petite question quand même là, 1 an et demi après maintenant, Fred, ces gilets jaunes, est-ce que toi tu t'en tires un bilan en termes de qu'est-ce que ça a permis peut-être d'obtenir ou qu'est-ce que ça va devenir là? Est-ce que tu penses que ça peut avoir une suite ces gilets jaunes? Est-ce que voilà, c'est situé historiquement, ça a eu son effet à un moment donné et tu penses que voilà, ça pourra pas se poursuivre sous la même forme? Qu'est-ce que tu dis de ça? Alors moi, je voulais déjà dire que je parlais en mon nom propre par rapport à mon expérience personnelle, parce que déjà dans les Gilets jaunes, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de leader. Le préfet voudrait qu'il y ait des leaders pour pouvoir casser le mouvement. Mais en fin de compte, chacun y trouve sa place, chacun a des compétences. Il y a des gens qui faisaient des cabanes et il y a des gens qui étaient plus capables de parler aux gens sur les ronds-points. Mais ce mouvement, il a été fortement réprimé et ça veut dire que ça gêne. S'il y a eu une répression policière du gouvernement, orchestrée par le gouvernement, c'est que ça gêne. Donc, on a vu ce qui s'est passé par rapport à Mathias, hein, le gilet jaune qui s'est fait matraquer par derrière, qui est complètement surréaliste, dégueulasse. Et on revoit encore ce qui se passe en ce moment dans les banlieues. C'est exactement la même chose, hein. Il y a beau être confiné, malheureusement, ça continue, hein.
Et voilà, moi aussi, j'ai subi de la répression. Il y a bien d'autres aussi, mais voilà. Et par rapport à l'avenir, on a vu ce que ça a fait sur le mouvement des retraites, le mouvement des Gilets jaunes. On a bien vu que ça a impulsé une force comme jamais dans les mouvements sociaux. Et le gouvernement, et voilà. Et là, on sent que c'est la fin de ce système. Cette vie qu'on a actuellement, elle est terminée. Et c'est justement, là, il ne faut pas louper, parce qu'on a eu cette épidémie qu'on a toujours, hein, du coronavirus. Mais malheureusement, ça a tué beaucoup de monde, mais ça a permis d'arrêter la société, d'arrêter l'économie. Et du coup, les gens, ils réfléchissent un petit peu sur leur vie. Et du coup, on voit bien, là, tous ceux qu'on a entendus avant, on est tous des poches de résistance, mais il faut qu'on soit tous ensemble, parce que si on veut changer le monde, il faut qu'on le change derrière la crise du coronavirus. Voilà, c'est vraiment là qu'il faut s'unir, parce qu'on a tous les mêmes intérêts. On n'a pas les mêmes intérêts que les financiers, les gros groupes qui nous font tous crever, parce qu'eux, ils entassent énormément d'argent. Et même encore pendant la crise du coronavirus, ils sont en train d'engranger énormément d'argent. La bourse, il y a des boursicoteurs qui se font énormément de pognon. Mais ça sert à quoi le pognon si les gens, si tout le monde n'est pas bien autour de nous, ça sert à quoi? Les ouvriers, les salariés, tous ceux qui sont là, ils ont envie d'une vie meilleure, ils ont envie que leurs enfants mangent correctement, on a envie de pouvoir profiter de nos familles. Voilà, mais ce système, il nous empêche tout ça. Et en plus, là, il est dans la répression totale et ça va continuer de pire en pire parce qu'ils savent très bien qu'ils sont à bout de souffle. Donc, voilà. Ouais, mais merci beaucoup, Fred. Ouais, je crois qu'on est nombreux à partager ce point de vue, effectivement. Ouais. Et donc, je me tourne pour finir vers Marie. Marie Stroinski, tu es étudiante en première année de master en CMI informatique à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté et accessoirement membre d'Extinction Rébellion. Est-ce que tu peux nous dire un mot de cette formation militante? Salut. Je vais parler de. Je précise aussi qu'effectivement, Extinction Rébellion, c'est horizontal, donc je ne me pose pas en porte-parole ou quoi que ce soit. Je vais essayer de faire vite. Moi, je suis à Extinction Rébellion depuis quelques mois à Besançon. C'est un mouvement de désobéissance civile non violente, donc il y a certains points qui sont très proches de ce dont Charles a parlé, sur lesquels je ne vais pas m'attarder. Extinction Rébellion, on a 4 revendications principales qui sont dire la vérité sur l'urgence climatique. Donc là, c'est directement adressé à l'autorité. On veut que les gens sachent ce qui se passe pour qu'on puisse réagir en conséquence. On veut la réduction immédiate des émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone en 2025. On veut l'arrêt immédiat de la destruction des écosystèmes et on veut la mise en place d'assemblées citoyennes du climat pour que les citoyens puissent statuer sur ce qui va aller à l'encontre des autres revendications. Et pour ça, on a des stratégies d'action et des principes qu'on applique dans la lutte et au quotidien dans les groupes. Donc il y a celui de la non-violence et de l'horizontalité. Donc je ne vais pas en parler trop longtemps non plus parce que voilà, c'est assez proche finalement de ce que fait COP21. L'idée, c'est que d'une part, stratégiquement, c'est plus inclusif. Et en fait, un des objectifs d'Extinction Rébellion, c'est d'étendre jusqu'au chiffre à peu près de 3,5%, je reviendrai sur ce chiffre, la part de population mobilisée activement dans la société. Et donc stratégiquement, la non-violence, c'est effectivement plus inclusif. On va plus avoir tendance à rejoindre des mouvements quand on n'a pas l'impression qu'on va casser des trucs ou taper des gens. On suppose aussi que ça va amener des changements plus durables et surtout ça a un rôle de communication sur les valeurs qu'on veut mettre en place pour la suite. Donc aussi bien la non-violence que le principe d'horizontalité qui dit qu'on veut que chaque personne dans le mouvement se sente OK pour lancer une action. On ne va pas avoir quelqu'un qui va valider ou non des actions tant qu'il respecte les principes et les revendications. Au local, on est encore un petit peu plus horizontal qu'ailleurs, il me semble, parce que les autres groupes locaux ont souvent des mandats temporaires qui tournent pour que tout le monde puisse avoir des représentants. Donc voilà, on agit aussi par de la désobéissance civile. Ça, je ne vais pas non plus revenir sur pourquoi on pense que c'est efficace, parce que Charles l'a très bien fait. Un truc qui est très important à Extinction Rébellion, c'est l'idée de la culture régénératrice. C'est prendre soin de soi en fonction de ses besoins, prendre soin de ceux qui nous entourent et prendre soin de l'environnement.
Et en fait, ça va pour objectif de développer la personnalité altruiste qui va permettre de sortir du rôle de spectateur. En fait, en créant du lien avec notre entourage et notre environnement, qui ne soit pas du lien de possession ou de domination, on va avoir plus à cœur de préserver l'ensemble de l'environnement dans sa globalité. Donc c'est pour ça que la culture régénératrice, c'est très important et on essaie de l'appliquer aussi bien au quotidien, dans les réunions que dans les actions. Sinon, dernière petite chose dans l'action pure, ce qu'on essaie de faire vis-à-vis des gens, on essaie de convaincre finalement, c'est d'une part de ne pas culpabiliser les gens, parce que stratégiquement, c'est pas malin. On n'est pas très ouvert au débat quand on se fait traiter d'irresponsable, et d'autre part parce que le problème est politique et qu'on ne peut pas faire croire, qu'on ne peut pas détourner en fait l'énergie des gens en leur disant qu'on va sauver le monde en pissant sous la douche. Donc on veut tourner les gens vers l'action politique, même si l'action individuelle est importante pour conserver une cohérence. Voilà, on essaie donc de ne pas culpabiliser les gens pour ça et de ne pas parler de la responsabilité individuelle en fait. Et un dernier truc important dans la stratégie, c'est la question de l'expertise. Extinction Rebellion, c'est commencé entre autres par une conférence Heading for Extinction. Donc, nous allons vers l'extinction et comment on va faire pour s'en sortir, qui pose des faits. Et c'est pour ça aussi que sur les actions, on a souvent des facilitateurs qui vont expliquer aux personnes lésées ou aux gens concernés, les passants, quoi que ce soit, pourquoi on fait ça, quels sont les faits qui nous motivent à agir. Et donc quand on a ces deux choses-là, le lien avec l'environnement et qu'on sort de ce rôle de spectateur, et qu'on a les faits, finalement on est plus poussé à agir de façon plus active. Et du coup, tu m'avais posé la question, Samuel, des victoires, en fait, quelque part, d'Extinction Rebellion. Et c'est un peu comme pour NV Commentaire, je trouve ça un peu difficile à dénombrer, en fait. C'est pas des victoires qui se dénombrent, au final. Il n'y a pas de victoires ponctuelles. Ça va plutôt se compter en nombre de groupes actifs, en nombre de personnes sensibilisées, en nombre d'actions réalisées dans le respect des principes d'horizontalité, de non-violence, dans la culture régénératrice, etc. Il y a quand même quelques trucs qu'on peut citer, c'est que du coup le mouvement il est né il y a à peu près 1 an et demi en Angleterre, et en Angleterre le nombre de climato-sceptiques il a baissé de 1/3, donc grâce à XR ou pas, je ne sais pas. Que les actions sont en général réussies dans un système horizontal et non violent, qui n'est pas forcément le premier truc auquel on pense quand on va faire une action de désobéissance civile. Et par exemple, au local, je pense qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont vu passer l'action des trams à Besançon. Il s'agissait de s'enchaîner aux bornes Ginko pour sensibiliser sur la gratuité des transports en commun. Et juste après, pas longtemps après cette action, il y a eu les municipales, et il se trouve que dans les programmes de tous les candidats, il y avait la question de la gratuité des transports, alors plus ou moins en fonction de l'orientation, mais bon, peut-être qu'on a eu notre part à jouer là-dedans. Marie, je vais te demander de conclure si c'est possible. C'est ça. Ok, ça marche. Sinon, rapidement, on réfléchit aussi à des trucs à réviser. Est-ce que c'est la meilleure manière d'agir? On ne sait pas. On est en constante réflexion sur la question. Est-ce qu'il faudrait faire plus d'actions plus de grosses actions qui vont rassembler, et aussi plus d'actions de culture régénératrice pour créer du lien autour de nous? On ne sait pas, on y réfléchit. Voilà. Merci. Okay. Merci beaucoup Marie, et merci beaucoup à tous les intervenants. C'est vachement intéressant de voir toutes les initiatives militantes qui peuvent exister en dehors des actions classiques sous l'autorité des partis et des syndicats.